Bonjour, donc Claude Boussan, je vous présente cette petite introduction sur la réserve utile. J'espère que ce sera dans les temps. Alain, tu m'arrêteras au nom du collectif Route des Sols, qui est donc un projet ANR qui travaille sur la réserve utile. Bon, Isabelle mène ce projet. Donc, pour aller là-dessus rapidement, vous avez compris que le sol et la réserve utile du sol sont à la croisée des chemins. Donc je ne vais pas reprendre ça dans le détail, mais donc il va avoir à travers le bilan hydrique, il va avoir des contributions des estimations de la RU à différents domaines. On a parlé d'hydrogéologie tout à l'heure. Ah, d'accord. On a parlé de surface de nappe, on a parlé de drainage, on a parlé d'infiltration ruissellement, donc l'apport aux rivières, les problèmes d'infiltration et de ruissellement, on a parlé d'atmosphère et de climat, on a parlé d'agriculture et de production. Donc on a un élément vraiment central là-dedans, au niveau de la réserve utile. Alors, qu'est-ce que c'est la réserve utile? Donc je vais reprendre des choses assez simples, que vous connaissez sûrement tous, si vous voulez les définir. Donc la réserve utile, c'est la quantité d'eau maximale que le sol peut contenir, et qui est mobilisable par les plantes pour leur alimentation hydrique et leur transpiration sur du long terme. Et donc ça a une conséquence, c'est qu'on va considérer le sol comme étant un réservoir d'eau dans lequel les racines puisent ad lib jusqu'à une profondeur qui est leur profondeur racinaire. Donc ce réservoir, il a une taille, et il a une certaine taille, donc il peut se remplir jusqu'à une valeur maximum, ce réservoir. C'est une valeur maximum, la quantité d'eau que peut recevoir le sol qui est maximum, qui est la teneur en eau à saturation. Cette teneur en eau à saturation, elle va bouger, voilà. Elle va s'écouler dans le sol, ça va drainer, et ça va drainer jusqu'à une certaine quantité, qui est la teneur en eau à capacité au champ. Donc vous avez tous entendu probablement parler de ça. Donc cette capacité au champ, c'est le moment où finalement on n'a plus de drainage, ou que le drainage est très petit dans le sol. Alors on considère que cette eau n'est pas disponible pour les plantes parce que cette eau s'écoule trop rapidement et ce stock d'eau n'est pas vraiment valorisé par les plantes pour leur transpiration. Ensuite, les plantes peuvent prélever l'eau qui reste dans ce réservoir. C'est de l'eau qui est capillaire, qui est maintenue à travers les particules de sol, qui forment des ponts liquides entre les particules de sol, et cette eau, on la considère utilisable par les plantes, jusqu'à un certain niveau, ce niveau qu'on appelle le point de flétrissement permanent, la teneur en eau au point de flétrissement permanent, et qui est, à ce moment-là, l'eau elle est tellement liée aux particules du sol, elle forme des films sur les particules du sol, que les plantes n'arrivent plus à extraire cette eau. Donc là, on parle d'eau non disponible. Alors vous voyez tout de suite que quand même c'est une vision monodimensionnelle, on en a parlé tout à l'heure, verticale des transferts et des processus, et qu'il n'y a pas de flux d'eau à la base. Donc on prélève là-dedans, ça peut que se remplir et être vidé par les plantes et par le drainage. Donc pour résumer, la réserve utile, ça va être exprimé de façon assez simple, juste une profondeur d'enracinement, donc profondeur de racine, que va multiplier une différence entre la teneur en eau, la capacité au champ, et la teneur en eau au point de flétrissement permanent. Donc finalement, dit comme ça, c'est très simple, a priori. Et donc les ordres de grandeur de réserve utile, c'est de l'ordre de 0,8 mm à 2 mm par centimètre de sol, de façon globale. Alors, on s'intéresse à la réserve utile depuis très très longtemps, en fait, depuis qu'on a commencé à travailler sur les plantes. En fait, c'est les écophysiologistes qui ont commencé à travailler là-dessus, dans les années 10, hein, parce que, évidemment, c'était l'alimentation hydrique des plantes qui intéressait d'abord les gens. On a commencé à travailler donc plutôt sur le point de flétrissement permanent en regardant des expérimentations en pot sur des tournesols. Donc, je vais donner des formalisations un peu de ces termes. La capacité au champ, donc c'est la teneur en eau du sol après que l'eau excédentaire, entre guillemets, quand il y a eu beaucoup d'eau, se soit évacuée par gravité,
et que le drainage dans le sol soit négligeable. On considère en général une période de 3 jours après une pluie, par exemple. Le point de flétrissement permanent, c'est la teneur en eau du sol à partir de laquelle la plante ne peut plus récupérer du flétrissement, même après un passage dans une atmosphère humide. Donc. Et ça, c'est la définition historique et biologique. Et la profondeur racinaire, donc la profondeur d'enracinement, en fait, ça va être le minimum, soit de l'enracinement tel qu'il existe, soit de la profondeur de sol qui va exprimer un obstacle à l'enracinement. Cet obstacle, il peut être physique ou il peut être chimique. Donc la réserve utile, c'est quand même un concept qui, malgré sa simplicité apparente, va mélanger des aspects qui sont à la fois purement sol, comme la capacité au champ, l'interaction entre le sol et la plante, c'est le point de flétrissement permanent, et qui sont plus ou moins typiquement plantes, ça c'est la profondeur d'enracinement. Donc on peut avoir des visions qui sont tout à fait différentes, suivant qu'on est plutôt pédologue, hydrologue, agronome ou écophysiologiste là-dessus. Et mettre l'accent sur des choses assez diverses. Alors si on met l'accent un peu sur le causé sol, voilà comment on va définir la réserve utile. On va la définir par horizon de sol. Donc vous allez déjà savoir déterminer les horizons. Et donc là, si vous regardez ce qui est mis comme définition, on retrouve la densité apparente, on retrouve les points caractéristiques de capacité au champ, le point de flétrissement permanent. Et puis on va retrouver quelque chose qui s'appelle les cailloux. Et vous voyez que classiquement, on va dire, ben, le caillou c'est 0. Ça ne participe pas à la réserve utile. Donc ça, Isabelle nous en parlera un peu plus tard. Mais voilà, ça fait partie des interrogations déjà sur ce concept simple, sur lequel vont se poser des questions, parce que dans tous les sols, quasiment, on va trouver des cailloux. Et donc finalement, d'un point de vue sol, la réserve utile maximum totale, ça va être la somme sur la profondeur d'enracinement ou jusqu'au substratum, ou jusqu'à une profondeur fixée, 1 mètre ou 1,20 m. Donc là déjà, on a une variété de définitions sur l'ensemble des horizons jusqu'à cette profondeur-là. Donc côté sol, c'est vraiment une définition par horizon qui ont des propriétés texturales et structurales différentes. Et au premier ordre, on peut considérer que la capacité au champ, par exemple, ça va être une fonction de la structure du sol, et que le point de flétrissement permanent, ça va être une fonction de la texture du sol. Deux aspects un peu différents. Mais il y a pas mal de questionnements actuellement qui se posent là-dessus, et c'est des questions qui sont toujours très débattues dans la communauté scientifique. C'est, comme l'évoquait Guy Richard tout à l'heure, il se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que ça veut dire une teneur en eau à la capacité au champ. Parce que ce n'est pas une propriété intrinsèque du sol, en fait, la capacité au champ. C'est une propriété qui dépend de la dynamique des flux. Et donc ça va dépendre des écoulements, des propriétés hydrodynamiques du milieu et du temps. Et donc ça va donner lieu à différentes méthodes d'estimation. Donc vous allez trouver des méthodes d'estimation au champ, où on va suivre des dynamiques dans le temps, des dynamiques de réessuyage après une pluie. Donc il faut faire des mesures de teneur en eau. Et on va essayer de mesurer ça en regardant ça au niveau du temps, au bout d'un temps plus ou moins défini, en général défini 2 jours. On va suivre des teneurs en eau intervalles, possiblement aussi. On va regarder les périodes où les teneurs en eau sont stables en sortie d'hiver, déduire une capacité au champ à travers cette méthode-là. On peut faire carrément des expérimentations, on va submerger des zones et suivre le stock hydrique au cours du temps. C'est ce qui a été proposé comme une méthode plus ou moins normalisée. C'est la méthode du drainage interne. Mais alors, que soit ça soit faisable, en fait, en relation avec le concept même de réserve utile, il faut absolument qu'il n'y ait pas d'horizon imperméable, en gros, dans votre sol. Donc il faut connaître votre sol, quelque part. Il ne faut pas qu'il y ait de nappe superficielle, parce que la hauteur de nappe va influencer à travers la remontée capillaire ces valeurs de capacité au champ. Et il ne faut pas qu'il y ait de drainage non vertical et de flux latéraux, c'est ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Alors, faire des mesures au champ, c'est très compliqué, au sens large. Donc, depuis les années 50, on a établi des corrélations entre ces mesures au champ et des mesures en laboratoire à un potentiel matriciel donné.
ce qui a été mesuré à l'époque, dans les années 50, c'est en gros, on a une bonne représentation de la teneur en eau à capacité au champ quand on a un potentiel matriciel de moins 0,3 bar, quand on aura kPa, kilopascal. Mais là-dessus, on va trouver une variété également d'estimation, parce que ça va varier suivant la texture. Et finalement, on va trouver d'autres estimations, par exemple, un moins 10 kilopascal pour des structures plus grossières et moins de 33 kPa pour des structures plus fines. Mais ça va varier selon les pays. Il n'y a pas de norme en fait, là-dessus. Internationalité. Alors la tendance actuelle, c'est de raisonner ça plutôt sur des bases physiques. Alors ne vous inquiétez pas pour les équations. C'est simplement de dire, pour les gens qui travaillent sur le sol, qui font de la physique du sol, c'est de dire finalement, on parle de capacité au champ, quand il y a un flux de drainage négligeable, eh bien, il faut essayer de fixer ce flux. Et si on essaie de se fixer ce flux, on peut trouver des valeurs effectives qui sont liées à la capacité au champ. Donc on peut objectiver ça à travers des processus physiques et dire par exemple que le drainage il est limité quand la continuité capillaire, la continuité de l'eau est plus ou moins rompue. Et donc à ce moment-là, les flux vont devenir très négligeables. C'est une démarche qui a été adoptée par des auteurs comme Assouline dans les années, il y a très récemment. Et on arrive à déterminer des potentiels hydriques limites qui représenteraient cette capacité de champ. C'est plus une teneur en eau, c'est un potentiel hydrique dans lequel on change d'état d'écoulement dans le sol. Donc si on calcule ça sur un ensemble de valeurs, de type de sol, de type de texture par exemple, vous voyez que ça peut être ce potentiel limite pour déterminer la capacité au champ. Il peut être très inférieur à 33 kPa, il peut être également très supérieur à. Et vous voyez que le temps ici qu'il faudrait pour atteindre un équilibre, pour être à la capacité au champ, suivant ce raisonnement-là, en général, il est très supérieur à un jour, il est plutôt de l'ordre d'une dizaine de jours à 100 jours. Donc, en fait, si on prend en compte la vraie physique du sol, on est un peu éloigné, en général, de ce qu'on pense être la capacité au champ, au sens classique du terme, quand on attend juste quelques jours après l'irrigation d'eau. Bon. Ça, c'est bien intéressant de faire de la vraie physique, entre guillemets, là-dessus, mais le problème, c'est que pour faire ça, il faut vraiment connaître les propriétés hydrodynamiques du sol, et finalement, ça, c'est très compliqué. Donc, pour l'instant, c'est juste dire que ça, c'est toujours controversé. Je n'ai pas la recette miracle à vous donner, sauf que les suivis au champ font quand même partie des meilleurs indicateurs actuels pour objectiver des valeurs. Donc là, c'était concernant la capacité au champ, vue du côté sol. Sur le point de flétrissement permanent, il y a moins de problèmes actuellement. Les gens se posent moins de problèmes, entre guillemets. De la même façon que pour la capacité au champ, il y a la définition biologique qui était, je regarde des plantes qui vont en gros flétrir et ne pas récupérer de ce flétrissement. C'est très compliqué à mettre en place. Donc on a toujours dans les années 30, 40, 50, on a corrélé ça avec des mesures en laboratoire, et on s'est rendu compte que finalement, le moment où les plantes flétrissaient correspondait à peu près à des mesures en Price-Richards, c'est-à-dire des mesures de potentiel hydrique qui correspondaient à peu près à 15 bars. Donc depuis ce temps-là, depuis ces années 40-50, de nouveau, on s'est dit, tiens, il suffit de faire une mesure en laboratoire, sur des échantillons de sol, on les soumet à une pression de 15 bars, et on a, en mesurant cette teneur en eau à cette pression de 15 bars, on a l'équivalent du point de flétrissement permis. Mais au départ, c'est à travers des corrélations, qui n'ont pas tellement été remises en cause depuis les années 50. Et donc ça, c'est vraiment plus simple, en effet, ça simplifie la vie. Bon, évidemment, ce n'est pas toujours en accord avec les mesures biologiques, les vraies mesures avec les plantes. Et puis surtout, on se pose des questions actuellement sur est-ce que ces mesures faites sur des presses Richards, à des potentiels qui sont de l'ordre de 15 bars, c'est représentatif de quelque chose, quoi. On a commencé à avoir un peu de doute sur
la physique transfère à ces potentiels. Et de même, là, on peut faire des mesures au champ, en laissant les plantes se dessécher, quand les conditions climatiques, évidemment, le permettent. Donc ça, c'est pas révélé partout. Alors de même, là, on va avoir une cohérence variable avec les mesures de labo. Donc il y a ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, ces mesures de laboratoire marchent assez bien. Quand on parlait de précision tout à l'heure, des 10 mm, déjà par définition, entre guillemets, les cohérences entre mesures vont donner des précisions qui vont être supérieures à ces 10 mm. Enfin, inférieures, des précisions inférieures à ces 10 mm. Alors, si ça c'était la vision que je vous ai parlé du sol finalement jusqu'à présent, si je vous parle côté plante maintenant, la réserve utile, c'est quoi vu par une plante? Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, en gros, quelle est la disponibilité de l'eau pour la plante dans le sol et dans la réserve utile? C'était un grand débat, de nouveau on retourne aux années 30 à 50. Finalement, est-ce que l'eau elle est disponible de la même façon tout le long de la réserve utile pour une plante? Parce que si on regarde le côté production agricole, c'est ça qui est important quand même quelque part. Eh bien la réponse elle est non, évidemment. Si on le considère, l'eau est de moins en moins disponible pour la plante, au fur et à mesure qu'on épuise la réserve utile. Et vous entendrez parler de points de flétrissement temporaire. Vous avez déjà entendu parler de ça, je suppose. Donc la plante peut récupérer son flétrissement. Et plus exactement, ce point de flétrissement temporaire, c'est quand la plante elle commence à fermer ses stomates. Donc elle ferme, elle limite fortement ses échanges hydriques, et c'est à ce moment-là que l'eau devient moins disponible pour la plante. Donc ce qui est marqué alpha ETR sur ETM, c'est en gros la transpiration réelle sur la transpiration maximale dans le climat donné. Et donc finalement, l'eau, non, elle n'est pas disponible de la même façon pour la plante sur l'ensemble de la gamme de teneur en eau de la réserve utile. Il arrive un moment où ça va décroître. Et ce qui est important de savoir, c'est que finalement, la réserve utile est un concept statique. C'est que ce point de filtrissement permanent, il va varier suivant la demande climatique. Donc la dynamique de l'eau, ou la dynamique de la demande, au niveau qui va s'exercer au niveau du climat, va influer sur cette disponibilité de l'eau sur l'ensemble de la réserve utile. Donc la dynamique de l'eau est importante dans le temps. Et c'est assez différent, en fait, de la vision statique de la réserve utile. Alors pourquoi c'est important la dynamique de l'eau? Si vous regardez ces graphes là, avec certains d'entre vous qui ont fait ça un jour peut-être ou pas, qui sont allés regarder comment sont disposées les racines dans le sol. C'est-à-dire on fait des plans, on décape, et on va regarder où sont les racines. Vous allez voir que ce n'est pas forcément homogène. Ça peut être homogène sur les 10 premiers centimètres, mais après ça commence à changer réellement. Et en fait, on a des situations qui ressemblent plutôt à celle qui est au milieu, là, des choses groupées comme ça. Et en fait, la dynamique de l'eau dans ces systèmes-là va être extrêmement variable, et finalement, l'alimentation des racines va dépendre de leur disposition spatiale. C'est ce qui est illustré à droite, là, où vous avez des variations de transpiration réelles au cours du temps, dans ces différents types de dispositions géométriques, et vous voyez que finalement, on devient limitant pour le même stock d'eau, pour la même réserve utile, on va devenir limitant à des temps différents. On va finir par l'exploiter, la réserve utile, mais on va devenir limité plus rapidement dans un cas que dans un autre, quand les distributions sont très hétérogènes, avec les racines dans le sol en particulier. Donc la disposition des racines, la dynamique temporelle sont importantes par rapport à la plante. Et tout le monde se pose des questions sur l'enracinement. Où elles sont jusqu'où vont les racines? Il n'y a rien de plus compliqué, entre guillemets, mais il y a quand même du potentiel suivant les espèces. Et donc en gros, on a des gammes d'enracinement qui vont varier en gros de 30 cm ou 40 cm jusqu'à plus de 2 mètres de profondeur. Et je ne parle pas des arbres là. Les arbres vont évidemment beaucoup plus loin. Donc on peut avoir des gammes comme ça suivant les espèces en termes de moyenne et enracinement maximum, de profondeur d'enracinement qui sont disponibles. Ceci dit, dans le sol, il peut y avoir à la fois des obstacles physiques qui pourront être, il
faut une expertise pédologique, là je dirais, pour savoir où. Ça peut être des obstacles liés à la compaction, à des couches indurées, à des problèmes de température également, auxquels on ne pense pas forcément, des températures trop froides en profondeur. Ça peut être également des obstacles chimiques, et dans certains pays, en tout cas, les problèmes d'acidité ou de toxiques sont réellement importants. On n'y pense pas chez nous, mais ailleurs, ça existe vraiment. Cette profondeur, évidemment, elle est variable dans le temps, elle est variable suivant la croissance racinaire. Et donc, là, comment quantifier ça? Ça fait partie des... Bon, là, j'accélère. Et finalement, ces racines ne sont pas distribuées n'importe comment dans le sol, elles sont distribuées, il y en a plus en surface en général, comme vous l'avez pu le constater, dans le cas des cultures classiques, et moins en profondeur. Et donc finalement, la RU va être proportionnée à par profondeur, va être proportionnée à cette quantité de racines, avec cette règle un peu classique qui est rappelée là, sur ce schéma-là, la règle d'écart. Et qui va donner des choses quand même comme ça, donc avec des données de nos collègues d'Arvalis pour le représenter simplement. Voilà pour du blé. Vous voyez que pour si la RU était, la réserve utile était à peu près la même en fonction de la profondeur, vous voyez qu'elle est quand même moins exploitée en profondeur. Ça, c'est des profils hydriques, donc à un moment donné, au dessèchement maximum, ce qui est représenté en rouge. Et donc l'intervalle entre les deux, c'est ça la réserve utile. Mais la réserve utile exploitée, ou exploitable, ou utilisable par la plante, c'est pas tout à fait la réserve utile qui serait déterminée d'un point de vue pédologique, du fait que la structuration des racines elles-mêmes. Et c'est pas la même suivant les espèces. Et ça, c'est contraire complètement aux hypothèses qu'on fait en général, et ça tient au fait des caractéristiques d'enracinement des plantes. Bon. Donc si je continue sur les plantes, par rapport aux hypothèses de la réserve utile, c'est que le point, on a pris des points de flétrissement par exemple en 15 bars, il faut savoir qu'il y a des plantes qui descendent jusqu'à 100 bars en termes de potentiel foliaire. Et donc ça peut influencer quand même les choses. Le blé c'est 30 bars par exemple, capable d'exploiter de l'eau jusqu'à moins 30 bars, et pas 15 bars. Une chose qui est négligée dans la réserve utile qui s'appelle l'hydraulic shift, c'est-à-dire qu'à travers les plantes, il peut y avoir des remontées d'eau à travers les racines qui vont alimenter les horizons supérieurs. C'est très vrai qu'il y a des mélanges d'arbustifs et de graminées, et c'est un élément essentiel pour ceux qui font du climat, en tout cas, de réalimentation des zones superficielles, qui remet en circuit de l'eau profonde dans des horizons superficielles, et qui va être repris pour la transpiration après, et qui sont des éléments qui ne sont pas pris dans les bilances. Et en fait, il y a également d'autres choses qui peuvent modifier ce qu'on appelle la réserve utile à travers les exudats racinaires. Donc si on regarde par exemple au niveau des plantes, si on regarde à côté ce qu'on appelle la rhizosphère, le sol qui est adhérent aux racines, en fait, on a des modifications à ce niveau-là, des teneurs en eau, à la fois de la capacité au champ et du point de flétrissement permanent mesuré à 15 bars, dans ces zones-là. Donc, il y a aussi une hétérogénéité locale qui évolue avec l'âge de la plante, qui fait qu'on va modifier quand même cette, entre guillemets, cette eau utilisable près des racines. Alors, est-ce que c'est constant la réserve utile dans le temps? Eh bien, pas forcément, non. Donc, quand vous avez une mesure à un moment, ça va dépendre, ça risque de dépendre du temps. Donc, on l'a vu pour un niveau très local, au niveau de la rhizosphère, il y a des choses qui peuvent varier dans le temps, c'est au niveau du cycle de culture, au niveau annuel. Mais si vous avez des variations dans l'utilisation du sol, différents types, vous avez des systèmes de culture qui varient, des transitions d'un état naturel à cultiver, vous pouvez avoir des variations de la réserve utile sur du moyen terme de l'ordre de 5 à 15 ans, donc avec des évolutions de ce genre-là. Ou, par exemple, ça, ce qui est au milieu, c'est une alternance prairie-céréales, et à gauche, c'est rien que des céréales, si je me rappelle bien, et à droite, ce ne sont que des prairies. Et au bout d'une dizaine d'années, en partant du même sol et du même sol qui était sous prairie à l'origine, vous voyez que quand on a une alternance prairie-céréales, au bout d'une dizaine d'années, vous voyez les réserves utiles qui augmentent.
Donc non, c'est pas forcément constant dans le temps. Autrement dit. Donc ça, je ne vais pas en parler, parce que je crois que là, on est en train de me dire que c'est presque fini, c'est ça. Donc juste sur les estimations quand même de ce qui est en train d'évoluer actuellement, c'est quand même au niveau caractérisation, je ne sais pas si on en reparlera tout à l'heure, c'est quand même comment estimer ça au niveau parcellaire. Et vous avez vu qu'actuellement sont en train de se mettre en place un tas de systèmes de mesures indirectes sur le sol, que ce soit de la géophysique, de la télédétection, des choses comme ça, et que finalement, maintenant, on peut, en combinant à la fois de la géophysique, de l'expertise pédologique, arriver à spatialiser, à cartographier quand même la réserve utile à l'échelle parcellaire, à l'échelle de quelques mètres carrés, répartis sur une parcelle. Et maintenant, on commence également à avoir des capteurs embarqués, il n'y en a pas beaucoup, et qui vont rentrer dans le sol et mesurer en spectrométrie des choses. Je ne vais pas en parler non plus. Donc les fonctions de pédotransfert, on verra ça cet après-midi, j'ai bien compris. Et dans le cadre de l'ANR, il y a une confrontation en gros entre les mesures vues du côté pédologique et des inversions de modèles basées sur la production végétale. Ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, le rendement est un indicateur quand même des capacités et de la réserve utile. On peut modéliser ça à travers des modèles de culture pour essayer, en inversant ces modèles, de retrouver ces propriétés du sol que sont la réserve utile, en particulier capacité au champ et point de filtration en permanence. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, merci. Merci Claude. Est-ce que vous avez des questions d'éclaircissement sur certains points? Dans les quelques minutes avant d'enchaîner sur l'exposé d'Isabelle. J'ai une question, je vais être précis sur votre première diapo, vous parlez de densité apparente. Donc on parle bien de densité apparente terre fine, et pas du sol. Ouais. Bah, non mais c'est que parfois, dans beaucoup de modèles, on a accès à l'une ou l'autre, ou alors on ne sait pas laquelle est. D'accord. Oui, c'est plutôt terre fine. On va en parler juste après, c'est des cailloux d'ailleurs. On enlève les cailloux. Moi j'en avais une par rapport à Lusignan que je découvre, mais je vais essayer de poser la question s'il y en a une. C'était concernant la difficulté d'estimer la profondeur d'enracinement. Alors est-ce qu'on se base sur la dernière profondeur on voit des racines, ou sachant qu'il y en a un peu moins? Et après, comment faire la différence, justement, vous l'avez bien montré, entre quelques racines, ou mettons, ça s'arrête à 1,20 m, on en a quelques-unes, ou à 1,20 m, on en a beaucoup. Laurent, tu pourras reposer ta question, on s'en souviendra à l'exposé d'Olivier, qui va parler de RU et profondeur racinée. Merci devant. Moi, je vais juste poser ma question par rapport à Lusignan et au SOER. La RU qui a été évaluée avec l'alternance prairie-culture, c'est une RU sol, une RU stockage d'eau, ou bien une RU accessible à une culture donnée. C'est des caractéristiques de stockage du sol appréciées par des mesures labo qui ont été modifiées, c'est bien ça, hein? Ouais, Jean-Claude Lacassin, Société du Canal de Provence. Vous avez parlé de la variation liée à l'occupation du sol, et notamment l'ascension hydraulique dans les systèmes forestiers. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Est-ce qu'il y a des mesures de l'amélioration de la RU avec l'agroforesterie, par exemple? Alors, il n'y a rien de systématique là-dessus, à ma connaissance. Les gens commencent à se préoccuper de ça, mais maintenant, actuellement. Mais j'ai pas de bonne valeur à vous donner.